Toute mère croit connaître son propre fils. Nous connaissons leurs peurs, leurs rêves, la façon dont leur voix change lorsqu'ils sont sur le point de pleurer. Mais la vérité effrayante est que nous ne connaissons jamais vraiment leurs amis. Pas les versions qu'ils nous montrent lors d'un goûter, mais qui ils sont réellement lorsque les adultes ne regardent pas. Mon fils, Léo, a toujours été un aimant pour les enfants. Particulier. Je ne saurais l'expliquer. Il avait un bon cœur et une curiosité qui semblait attirer les âmes les plus inhabituelles de la cour de récréation. La plupart du temps, c'étaient juste des garçons timides ou avec des centres d'intérêt étranges. Mais en 4e année, il a attiré quelque chose de différent. Quelque chose qui a laissé une cicatrice permanente dans ma mémoire. Nous venions de déménager. Nouvelle maison, nouvelle ville, nouvelle école. Léo, avec son caractère extraverti, s'adaptait bien, et mon cœur de mère se remplissait de soulagement. Lors d'une réunion de parents, j'ai rencontré les autres familles. Des gens normaux, souriants, qui parlèrent de football et de notes. J'ai senti que nous avions trouvé notre place. Quelques mois plus tard, le téléphone a sonné. C'était l'école. La voix du directeur, calme et professionnelle, demandait ma présence pour discuter d'un incident impliquant Léo et un autre élève. Mon mari travaillait. J'ai senti ce nœud familier d'inquiétude et d'irritation se former dans mon estomac. Une bagarre? Mon Léo? Impossible. C'était l'enfant qui pleurait s'il marchait sur une fourmi. Dans la voiture, en route pour l'école, il s'est refermé. Un silence dense et effrayé qui lui était complètement atypique. Aucune de mes questions n'a réussi à percer cette barrière. Dans le bureau du directeur, l'histoire qu'on m'a racontée ressemblait à un scénario de fiction. Léo et un camarade, Thomas, montaient les escaliers après la récréation. Sans prévenir, Léo aurait sorti une gomme de sa poche et frappé Thomas à la tête avec force, faisant tomber et crier le garçon. Je suis resté sans voix. J'ai regardé le directeur, un homme gentil mais clairement confus. « Cela n'a aucun sens », ai-je dit. Léo adore Thomas. Il parle tout le temps de lui. Le directeur a admis que personne n'avait vu ce qui s'était passé, mais que les deux garçons avaient raconté la même histoire. Comme il n'y avait pas de blessure, il m'a assuré que ce n'était qu'un avertissement. Ce soir-là, avant de dormir, la vérité a finalement éclaté. La voix tremblante, Léo m'a raconté que tout était une mise en scène de Thomas. Il jouait, et Thomas lui avait demandé de faire un coup de KO avec la gomme. Dès que Léo l'a touché, Thomas s'est jeté par terre et a commencé à pleurer. Puis il lui a chuchoté à l'oreille « Si tu ne dis pas que tu m'as vraiment frappé, je vais te faire du mal d'une manière que personne ne te retrouvera. » Le sang m'est monté à la tête. Mon fils, mon gentil garçon, contraint et menacé. J'ai décidé que je ne parlerai pas à l'école. Je parlerai à sa mère. J'ai trouvé le numéro sur la liste de contacts. Une femme nommée Elena a répondu. Sa voix était douce, mélodieuse. Et, à ma grande surprise, elle n'a pas douté de moi une seconde. « Oh, ma chère, je suis vraiment désolée, » dit-elle avec une sincérité qui m'a désarmé. Thomas m'a dit la vérité. Il a une imagination très fertile. Parfois, il crée ces situations, presque comme s'il testait les gens. Il a déjà été réprimandé, croyez-moi. Elle a continué, expliquant que Thomas avait toujours eu de petits problèmes de comportement, qu'il agissait parfois comme s'il était quelqu'un d'autre. J'ai commencé à avoir pitié. C'est Elena qui a suggéré la soirée pyjama. « Ils ont besoin de se reconnecter en tant qu'amis, » dit-elle avec sa voix douce et convaincante. « Laissez Léo venir ici ce week-end. Je prendrai bien soin de lui. » Moi, voulant croire à la normalité, voulant que mon fils ait des amis, j'ai accepté. Le samedi, j'ai déposé Léo chez eux. Elena était encore plus charmante en personne. Elle m'a servi un verre de vin pendant que les garçons descendaient jouer au sous-sol. La maison était impeccable, organisée au point d'être stérile. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a parlé davantage de Thomas, toujours sur un ton de mère inquiète mais optimiste. Les médecins disent que c'est une phase, quelque chose qu'il surmontera. Il n'a jamais été violent, juste, étrange. Ses paroles étaient un baume. Je voulais y croire. Quand je suis descendu pour dire au revoir à Léo, je les ai trouvés en train de rire, absorbés par un jeu de société. Ils ressemblaient à deux enfants normaux. J'ai embrassé mon fils, ressentant un soulagement sincère. Le lendemain matin, quand je suis allé le chercher, Léo était à la porte souriant, son sac à dos sur l'épaule.
Elena m'a serré chaleureusement dans ses bras. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que nous montions en voiture. Dès que j'ai tourné au coin de la rue, le sourire de Léo s'est effacé. Son visage s'est contracté et il a commencé à pleurer. Des pleurs convulsifs, terrorisés, qui venaient du plus profond de son âme. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, la panique m'envahissant. Entre deux sanglots, il a raconté. La nuit avait été normale jusqu'à l'heure de dormir. Ils avaient installé les matelas au sous-sol et éteint les lumières. À un moment donné, au milieu de la nuit, Léo s'est réveillé. Un son l'avait réveillé. Un murmure. Ça venait de la petite salle de bain qui se trouvait dans un coin du sous-sol. La porte était entr'ouverte et une faible lumière vacillante filtrait par-dessous. Une lumière de bougie. Il est resté silencieux, a écouté. C'était la voix de Thomas. Mais il ne parlait pas tout seul. Cela ressemblait à une conversation. Léo a pensé qu'il était au téléphone, mais plus il écoutait, plus cela devenait étrange. La voix de Thomas changeait, devenait plus grave, plus formelle. Et il ne s'appelait pas Thomas, il s'appelait Monsieur Ramos. Léo est resté paralysé sur son lit. Thomas, ou qui que ce soit, parlait au miroir. Il avait une conversation complète avec des pauses, comme si le reflet répondait. Soudain, la lumière de la bougie s'est éteinte. Le sous-sol a plongé dans l'obscurité et le silence. Mon fils a fermé les yeux très fort, faisant semblant de dormir. Un peu plus tard, il a entendu la porte de la salle de bain grincer. Son estomac s'est noué quand il a senti une présence à côté de son matelas. Et puis, il a de nouveau entendu le murmure, juste au-dessus de son visage. Les mots étaient inintelligibles. Ils ne ressemblaient ni au portugais, ni à aucune autre langue qu'il connaissait. Il est juste resté là, sans respirer, le corps raidi par la peur, jusqu'à ce que la présence s'éloigne et qu'il entende le poids de Thomas s'affaisser sur l'autre matelas. Le matin, Thomas était normal. Souriant, bavard, comme si rien ne s'était passé. Pendant que j'écoutais le récit de mon fils, le monde semblait basculer. Ce n'était pas l'imagination d'un enfant. C'était quelque chose de malsain. J'ai appelé Elena sur le champ. Au début, elle a ri. « Oh, il est si créatif », a-t-elle dit. Mais j'ai insisté, répétant chaque détail que Léo m'avait raconté. Sa voix a vacillé. Le ton doux a disparu, remplacé par un filet de désespoir. « Écoutez, » dit-elle, la voix basse, presque un murmure. « Ces problèmes sont plus sérieux que ce que j'ai dit. Un psychiatre. Il a suggéré que Thomas pourrait avoir d'autres personnalités. L'air m'a manqué. Nous avons déjà déménagé 2 fois, a-t-elle avoué. Il a été renvoyé d'autres écoles. Et vous avez laissé mon fils dormir chez vous ? Ai-je crié, la fureur et la peur m'aveuglant. Vous l'avez mis en danger. Alors, elle a fait l'impensable. Elle m'a supplié. S'il vous plaît, ne dites rien à l'école. Nous allons régler ça, s'il vous plaît. J'ai murmuré un « d'accord » et j'ai raccroché, tremblante. Je n'ai pas eu le temps de décider quoi faire. Le lundi, un email de l'école est arrivé à tous les parents, un incident grave pendant la récréation. À la fin de la journée, la nouvelle s'est répandue. Thomas avait été renvoyé. J'ai essayé d'appeler Elena. Le numéro n'était plus en service. La curiosité, mêlée à une peur terrible, m'a consumé. Quelques jours plus tard, je suis allé en voiture jusqu'à leur maison. Elle était vide. Pas de camion de déménagement, pas de carton, aucun signe d'un départ précipité. C'était comme s'ils s'étaient évaporés. Je les ai cherchés en ligne. Rien. Pas de registre, pas de profil, pas la moindre trace qu'Elena et Thomas aient jamais existé dans cette ville. Léo, avec la résilience des enfants, a fini par oublier. Le souvenir est devenu un mauvais rêve, lointain. Mais moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais oublié. Et encore aujourd'hui, quand la nuit est très silencieuse, je me surprends à penser à ce sous-sol sombre, et je me demande dans quelle ville, dans quelle maison, un autre petit garçon est présenté à un nouvel ami nommé Thomas, et à son compagnon silencieux qui vit derrière le miroir, Monsieur Ramos. Dans la maison où j'ai grandi, nous n'avions pas peur des fantômes. Les fantômes, dans notre théologie baptiste, étaient des âmes perdues, dignes de pitié,
de faibles échos de ce qu'elles avaient été. Ce que nous craignions était quelque chose de plus ancien, de plus affamé. Nous craignions les démons. Tout événement inexpliqué, toute ombre du coin de l'œil, n'était pas un parent décédé qui nous saluait. C'était une sentinelle de l'enfer testant nos défenses. Telle était la structure de mon monde, rigide, effrayante, mais d'une certaine manière, stable. Ma mère était le chaos au milieu de cet ordre. La foi, pour elle, était un manteau qu'elle pouvait mettre ou enlever selon sa convenance. « Dieu et moi, on se comprend », disait-elle avec un sourire vague chaque fois que je la questionnais. Tandis que je m'accrochais à la religion pour donner un sens au monde, elle semblait flotter loin de toute encre. Je ne vais pas dorer la pilule. Ma mère était une femme malade. Elle luttait contre des addictions qu'elle ne nommait pas et une obscurité dans son esprit pour laquelle elle n'a jamais cherché d'aide. Il y avait les bons jours, où elle était ma mère, présente, avec son rire facile et son odeur de lavande. Et il y avait les mauvais jours. Ces jours-là, elle était une étrangère, une invitée dans sa propre maison, regardant à travers ses yeux avec une froideur qui me glaçait l'âme. Avec le recul, les signes de ce qu'on appellerait aujourd'hui la schizophrénie étaient tous là. Mais à l'époque, pour un enfant, c'était simplement la terreur. La première fois que l'invité s'est manifesté de manière sans équivoque, cela a commencé comme un rêve. Un cauchemar si réel que la sueur couvrait encore mon corps quand je me suis réveillé. Dans le rêve, j'étais dans mon lit lorsque la porte de la chambre s'est ouverte à la volée. Ma mère était là, le visage tordu en un masque de fureur que je n'avais jamais vu. Elle criait des mots incohérents, m'a attrapé par les poignets et m'a secoué avec une violence sauvage. Je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre, le corps encore tendu. La lumière du couloir entrait par l'entrebâillement de la porte. J'étais en sécurité. Ce n'était qu'un rêve. Mais alors, avant que le soulagement ne puisse me calmer, la porte de la chambre s'est ouverte à la volée. Et elle était là, exactement comme dans le cauchemar. La même chemise de nuit, la même expression de colère incontrôlée, les mêmes mots crachés dans ma direction. La réalité et le rêve ont fusionné en un moment d'horreur pure. C'était une prophétie accomplie en quelques secondes. J'ai à peine eu la force de la repousser, de crier un « Arrête !» qui est sorti rauque et faible. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, ce fut terminé. Elle a cligné des yeux, a regardé autour d'elle comme si elle était confuse, s'est retournée et est partie. Le lendemain matin, lorsque je l'ai confrontée, elle m'a regardé avec un chagrin sincère. Elle ne se souvenait de rien. « Mon fils, pourquoi inventerais-tu une chose aussi horrible ?» a-t-elle demandé. Et pendant un instant, j'ai presque cru que j'avais tout imaginé. Quelques semaines plus tard, l'invité est revenu. J'étais à l'intérieur de la maison quand j'ai entendu un cri venant du jardin. Ce n'était pas un cri de douleur ou de peur, c'était un son excité, presque joyeux, ce qui le rendait encore plus troublant. J'ai couru à la fenêtre. Ma mère était au milieu de la pelouse, souriant jusqu'aux oreilles. Dans ses mains nues, elle tenait un serpent énorme, de plus de 2 mètres, qui se tordait lentement dans ses bras. Maintenant, comprenez bien, ma mère avait une phobie paralysante des serpents. Une fois, elle était montée sur une chaise et y était restée 1 heure parce qu'elle avait vu un tuyau d'arrosage enroulé sur l'herbe. Et là, elle tenait cette créature comme si c'était un chat domestique. « Viens ici », a-t-elle appelé, la voix étrangement mélodieuse. Elle m'a fait signe de venir la rejoindre pour prendre le serpent. « Maman, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je crié en retour, mais le regard dans ses yeux m'a dit que ma mère n'était pas là pour m'entendre. Son sourire s'est élargi et elle a penché la tête, un geste à la fois curieux et prédateur. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermé. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je l'ai vue là, immobile, tenant le serpent comme une offrande à un dieu invisible. Finalement, elle l'a lâché dans l'herbe et est rentrée dans la maison, en sifflotant une chanson quelconque. Plus tard, quand je lui ai posé la question, elle a ri. « Quelle imagination, mon chéri ! Tu as dû faire un autre rêve étrange. » Les années ont passé et les incidents sont devenus plus subtils, mais non moins effrayants. Il y a eu cette nuit où elle est venue me chercher chez un ami. Le trajet en voiture jusqu'à la maison s'est fait dans un silence absolu. J'essayais de parler, mais elle ne répondait pas. Elle conduisait simplement, les yeux fixés sur la route, le visage inexpressif comme un masque de porcelaine.
Quand nous sommes arrivés à la maison, elle a arrêté la voiture, mais n'est pas sortie. Elle est juste restée là. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher vers la porte. Elle est sortie aussi et s'est arrêtée à l'entrée, me barrant le passage. Et elle est restée là, en silence, à me fixer pendant que je la contournais et que je montais dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et j'ai passé des heures éveillées, à écouter, à attendre. Le lendemain matin, elle était dans la cuisine, préparant des crêpes, joyeuse, fredonnant, complètement inconsciente de la veillée terrifiante de la nuit précédente. Elle est partie depuis de nombreuses années maintenant. La partie rationnelle de moi, l'adulte qui a lu sur les maladies mentales, sait qu'elle était une femme malade, tourmentée par des démons chimiques dans son cerveau. Mais l'enfant en moi, celui qui a grandi en écoutant des sermons sur le mal réel et tangible, ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier le timing parfait du cauchemar, le sourire en tenant sa plus grande peur, le regard vide et vigilant à la porte de la maison. Je me dis qu'il y a une réponse logique à tout, mais, la nuit, quand le silence de la maison pèse sur moi, je me souviens de son regard, et je sais que ces jours-là, qui que ce soit qui était là, à m'observer, ce n'était pas ma mère. Toute maison a ses bruits nocturnes. Le craquement du bois, le bourdonnement du réfrigérateur, le soupir du vent au dehors. Ce sont des sons que nous apprenons à ignorer, la bande sonore de notre repos. Mais dans ma maison, pendant un temps, il y a eu un son qui n'appartenait pas à cet orchestre, un son qui s'est infiltré dans mes rêves et me hante encore aujourd'hui. Tout a commencé avec mon fils aîné, Lucas. Il était somnambule. Certaines nuits, je me réveillais avec une sensation étrange et le trouvais debout dans le couloir sombre, juste devant ma chambre. Il ne se contentait pas de marcher, il avait un rituel. Il se balançait légèrement sur les talons, transférant son poids d'un pied à l'autre. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. C'était le détail qui me donnait la chair de poule. C'était un regard qui passait à travers moi, fixé sur quelque chose dans l'espace que je ne pouvais pas voir. Un regard de verre. Mais le plus étrange était le son qui, parfois, me réveillait. Un léger tapotement, rythmé, tape, tape, tape. Comme une gouttière insistante, mais il ne pleuvait pas. Au début, je pensais que cela faisait partie d'un rêve, mais le son persistait, délibéré, avec un intervalle presque parfait entre chaque coup. Une nuit, j'ai suivi le son, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Lucas faisait face au mur du couloir. Son front, dans un mouvement lent et cadencé, heurtait légèrement le plâtre. Ses mains étaient posées à plat sur le mur, et le bout de ses doigts effleurait la surface au même rythme que les coups de sa tête. C'était comme s'il essayait de traverser. Comme s'il sentait la texture d'une porte que lui seul voyait. « Lucas !» ai-je appelé, ma voix n'étant qu'un murmure. Aucune réaction. Il a continué son rituel sinistre, testant la solidité de notre monde avec sa tête. Avec le temps, comme la plupart des phases de l'enfance, cela est passé. Le somnambulisme s'est arrêté. Le son a disparu. Le souvenir est devenu une de ces étranges histoires de famille que l'on finit presque par oublier. Jusqu'à ce que, des années plus tard, cela se reproduise. Avec mon fils cadet, Mathus. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre. Un son que je n'avais pas entendu depuis des années, mais que mon corps a reconnu avant mon esprit. Tape, tape, tape. Je me suis levé, une terreur glaciale se propageant dans ma poitrine. Je savais déjà ce que j'allais trouver dans le couloir, et il était là. Mathus, au même endroit exact, se balançant sur les talons, le même regard de verre fixé sur le vide, le front pressé contre le mur, tapotant à ce rythme hypnotique et mesuré. C'était une copie carbone parfaite du comportement de son frère, la même chorégraphie macabre, au même point exact de la maison. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une phase, c'était un schéma. C'était comme si la maison elle-même leur enseignait cette danse. Finalement, tout comme Lucas, Mathus a lui aussi surmonté cela. La maison est redevenue silencieuse la nuit. Mes fils ont grandi et aucun d'eux n'a jamais gardé le moindre souvenir de ces épisodes. J'ai essayé d'oublier, je me suis convaincu que ce n'était qu'une bizarrerie génétique étrange,
Les années ont passé, les garçons ont quitté la maison est devenue grande et silencieuse. Ma femme et moi avons décidé qu'il était temps de la rénover. Nous avons commencé par le couloir de l'étage. Il y avait un vieux papier peint délavé que nous voulions arracher. Ce papier peint, sur ce mur. Alors que nous tirions les longues bandes de papier, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À un certain endroit, le mur n'était pas lisse. Il y avait une texture différente en dessous, un plâtre plus épais, comme une réparation maladroite. Par curiosité, j'ai pris un marteau et un burin et j'ai commencé à écailler le plâtre. Au début, j'ai pensé que c'était une sorte d'ancienne doublure. Mais à mesure que d'autres morceaux tombaient, ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Sous des couches de plâtre et de papier peint, il y avait quelque chose de sombre et de lisse. Du verre. C'était un miroir ancien dont l'argenture était tachée par le temps, que quelqu'un avait délibérément recouvert. Emmuré. Ma première pensée ne fut pas la curiosité, mais une terreur viscérale. Pourquoi diable quelqu'un couvrirait-il un miroir au lieu de simplement l'enlever? Je suis resté là, à regarder ce morceau de verre aveugle, et j'ai eu le sentiment accablant que nous n'aurions pas dû le trouver, qu'il avait été scellé pour une raison. Je me suis débarrassé du miroir le jour même, mais je ne me suis pas débarrassé de la question qu'il a laissée derrière lui. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé. Mais maintenant, quand je pense à mes fils, debout dans ce couloir avec leurs yeux vides, je comprends. Ils ne regardaient pas le vide, ils regardaient le miroir, et je n'ai aucune idée de ce qui, de l'autre côté, les regardait en retour.